Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Le président, je salue tout le monde car j'aimerais revenir sur un point que nous avons traité à huis clos. Mais un huis clos partiel sera suffisant. Le président, huis clos partiel, je vous prie. Monsieur le greffier. So, Mr. Witness, we are now again. Président, donc, monsieur le témoin, nous sommes à nouveau en audience publique. Je tiens à vous le faire savoir. Et j'en appelle instamment à toutes les personnes présentes puisque nous sommes face à une situation sérieuse dans le but unique d'établir la vérité. Nous ne sommes pas en train de participer à une bataille politique. Nous sommes au cœur d'un procès. Donc, je demanderai à toutes les personnes qui écoutent ce qui se passe ici de garder le calme. Nous sommes un tribunal chargé uniquement de rechercher la vérité. Le témoin est ici pour dire ce qu'il sait et il est soumis à l'obligation de dire la vérité. Donc, monsieur le procureur, je vous prierai de bien vouloir poursuivre votre interrogatoire du témoin. Monsieur MacDonald. J'aimerais vous demander, Monsieur le Président, jusqu'à quelle heure nous allons siéger. Le Président, je dirais jusqu'à 13 heures. Monsieur MacDonald, donc cela fait 2 heures. Le Président, non, 1h30 pour le témoin. Si cela convient aux interprètes en particulier. Bien. J'ai obtenu le consentement des interprètes, donc tout va bien. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Alors, nous allons continuer aujourd'hui l'interrogatoire. Et il va falloir vraiment faire attention pour éviter un chevauchement entre mes questions et vos réponses. Alors, j'aimerais poursuivre mes questions avec la première ronde, le premier tour des élections. Où étiez-vous à ce moment-là, au moment du déroulement du premier tour du 30 octobre 2010? J'étais au nord du pays, j'étais à Korogo. Et avec qui étiez-vous là? J'étais avec le directeur de campagne, M. Issa Malik Koulibaly, et son équipe. Et vous avez fait combien de temps à Korogo à ce moment-là? Je crois bien nous étions partis à Korogo une semaine avant les votes. Et après les élections nettes, nous sommes rentrés sur Abidjan. Comment est l'atmosphère à ce moment-là lorsque vous êtes à Korogo? Vous savez, le premier tour des élections à Korogo, ça s'est passé très bien, l'ambiance était bien. Lorsque vous rentrez sur Abidjan,
Pourriez-vous nous expliquer ou nous rappeler les résultats du premier tour? Le résultat du premier tour, le président Gbagbo était en tête, M. Alassane Ouattara était deuxième et M. Bédié était troisième. Que faites-vous, vous, personnellement, durant la période entre les deux tours, entre le premier et le second tour? Le second tour qui va avoir lieu, comme on le sait, le 28 novembre. Nous, moi personnellement, j'étais revenu sur Abidjan. On était en train de s'organiser comment il faut repartir sur le terrain. Vous faites cela comment? Vous préparez? Décrivez-nous un peu dans vos propres mots comment ça se passe. C'est de dire, quand on parle de préparer, ça dit quelles sont les logistiques, quelles sont des choses qu'il faut prendre et il faut aller où. C'est de ça que je parle. Puisque quand on parle de repartir en campagne, puisqu'on devait aller en campagne, on devait repartir en campagne, donc il fallait avoir les moyens et tout ce qu'il faut pour aller en campagne. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit préparer. Et cette logistique, vous faites ça comment? Décrivez-nous qu'est-ce que vous voulez dire par logistique dans vos propres mots. Logistique, c'est d'avoir les moyens, avoir les voitures, et puis avoir les tricots, tout ce qui fait part de la campagne pour faire la publicité de notre candidat. C'est de ça qu'il n'y a pas de logistique. Et ça, vous faites ça avec qui? Cette préparation, cette planification pour le deuxième tour? On fait ça avec le directeur de campagne. Donc, vous voulez dire M. Malik? M. Issa Malik. Où êtes-vous lors du deuxième tour? On est reparti à Korogo. Combien de temps avant le deuxième tour? Si est bonne mémoire, peut-être une semaine. Si est bonne mémoire. Avec qui? Avec toujours le DNC, le directeur national de campagne, M. Issa Malik. Lors du premier tour, vous avez mentionné que vous étiez avec M. Issa Malik et son équipe. Pourriez-vous nous décrire un peu qu'est-ce que vous voulez dire par son équipe? Son équipe, ça veut dire que chaque responsable de campagne avait un bureau qu'il avait mis en place, qui l'accompagnait pour faire la campagne. C'est ça l'équipe. Ça peut avoir 5 personnes, des équipes peuvent avoir 10 personnes, ça dépend. Mais on était toujours accompagné de plusieurs personnes pour faire la campagne. C'est ça qu'on appelle l'équipe. Qui sont les deux candidats qui vont s'affronter au deuxième tour? C'est M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. Et M. Bédié, lui, que fait-il entre les deux tours des élections? Il n'avait plus rien à faire parce qu'il était éliminé. Donc, il a rejoint le soutien de M. Alassane Ouattara puisqu'ils étaient dans le même RHDP. Comment a-t-il annoncé cela, M. Bédié? Annoncé quoi? Sa défaite? Son soutien à M. Ouattara?
il a annoncé ça publiquement, tout le monde le sait. C'est un groupe qui est formé, c'est-à-dire le PDCI, le RDR et les différents partis qui sont rejoints pour faire le AHDP. C'est comme ça. Ça, ça s'annonce officiellement, en public, par des conférences, par des rencontres. Lorsque vous êtes à Corogo au deuxième tour, décrivez-nous l'atmosphère. L'atmosphère n'était pas bonne au deuxième tour. La tension était en train de monter parce que là, on s'est rendu compte que c'est les dernières batailles, les derniers pas. Et il fallait un gagnant. Donc, les gens faisaient tout pour que les candidats gagnent. Et dans cette région de Corogo, comment se passent les choses à ce moment-là? C'est ce qu'il vient de dire. J'ai dit que les choses se passaient avec des tensions très élevées. Parce que c'était les derniers pas des candidats. Il fallait que les gens, tout le monde fasse de leur possible pour que les candidats restent le vainqueur. Et comment s'exprime cette tension? Si vous pouvez peut-être informer la Chambre. La tension que je vais dire qui était trop élevée, c'est que les supporters de chaque candidat ont voulu à tout prix que les militants aient sorti voter plus pour que les candidats soient le gagnant. Où avez-vous voté? Moi, je n'ai pas pu voter ce jour-là, puisque je ne pouvais pas voter à Corogo. Donc, au moment du 28 novembre, la journée même du vote, vous êtes à Corogo, mais vous ne pouvez pas voter là. Vous deviez voter à quel endroit? Je crois que je devais voter à Mankono, je crois. Vous quittez Corogo quand par rapport au 28? Est-ce que le 28, vous êtes resté sur place? Est-ce que vous... J'ai quitté Corogo, quoi? j'ai quitté Corogo, je crois bien. Le matin même, on n'avait pas encore fini les élections et les résultats. Et vous vous déplacez comment à ce moment-là? Ce jour, parce que la tension était trop montée et les gens nous faisaient peut-être croire qu'on allait nous attaquer à Corogo et tout ça, qu'il fallait quitter Corogo. Il ne fallait plus rester. C'est comme ça que nous sommes partis de Corogo. Je crois que l'équipe de directeur de campagne est partie par avion. Et les autres, d'autres ont pris des voitures. Moi, je suis passé par plusieurs villes du nord jusqu'à sortir pour rejoindre Abidjan. Pourquoi pensiez-vous que vous étiez pour être attaqué? C'est les informations que nous, on recevait. C'est les informations qu'on nous recevait. Et puisque nous étions les responsables des campagnes du président Laurent Gbagbo, et on était dans la région et dans le village de son directeur de campagne, donc il fallait vraiment partir. Ce n'était pas prudent de rester. Donc je crois que quand le directeur de campagne aussi, lui, il a fini de voter tout et tout le monde a pris la route. Je crois bien. Il s'agissait donc d'informations que vous aviez reçues. Oui.
Est-ce que ces informations se sont matérialisées de quelque manière que ce soit à ce moment-là, alors que vous vous trouvez à Corogo? Non, non. Mais on sentait un engouement vraiment pas, pas trop sécurisant pour nous, quoi. Donc il fallait partir. Mais il n'y a rien qui a été fait devant moi. Donc, M. Malik était de la région, M. Issa Malik était de la région de Corogo. Vous, vous êtes à ce moment-là de la région de Mankono. Pourquoi, peut-être pourriez expliquer à la Chambre, pourquoi est-ce que vous étiez dans l'équipe de M. Issa Malik et peut-être vous n'étiez pas partie de l'équipe de Mankono, vu que Mankono c'était votre région et non Corogo? Oui, mais il n'y a rien de grave à ça. J'ai choisi d'être dans l'équipe de Dr Malik pour mieux le soutenir dans sa région à lui, qui était important, qui était grand, qui était vaste pour les élections. Et il avait aussi besoin de mon soutien. C'est pour cela que j'étais avec lui. Et pourquoi avait-il besoin de votre soutien? Parce que je suis un bon leader. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre réponse parce que vous dites, vous êtes un bon leader ou M. Issa Malik est un bon leader? J'ai dit parce que je suis un bon leader. Quel était votre lien, outre le fait que la réponse que vous venez de donner, que vous étiez un bon leader, aviez-vous un lien particulier avec la région de Corogo? Est-ce que, quand vous dites qu'il avait besoin de mon soutien, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez expliquer dans vos propres mots à la Chambre. Vous savez, quand vous parlez des liens avec Corogo, j'avais des liens partout dans le nord. Et à ma connaissance, je suis quelqu'un qui était beaucoup apprécié, qui était aimé aussi par les gens de la région. Et je crois que je pouvais apporter un plus dans ma façon de convaincre et parler à la population pour soutenir le président Gbagbo. Et je pense que c'était important pour le directeur de campagne. Encore une fois, je comprends que, parce que je veux que la Chambre comprenne bien, c'est quoi ces liens que vous pouviez avoir avec le Nord, la région de Corogo? Je vais peut-être comme moi-même issu du Nord, j'ai toujours dit que je suis du Nord. Et tous mes enfants sont du Nord, mon épouse était du Nord. Donc je pense que ça joue aussi à ça. Ça joue dans la campagne. D'accord. Vous rentrez sur Abidjan. L'atmosphère est comment à Abidjan à ce moment-là, lorsque vous arrivez? Vous dites qu'il y a des... Vous sentez des tensions, c'est palpable. À Corogo, vous recevez des informations, vous prenez la route, vous rentrez sur Abidjan. Maintenant, lorsque vous avez arrivé à Abidjan, l'atmosphère, décrivez-nous l'atmosphère. C'est comment? Je pense que je suis arrivé à Abidjan le soir. Les résultats n'étaient pas encore sortis. Donc, je pense que tout était calme, on attendait les résultats. Je pense bien. Vous dites que tout est calme. À votre connaissance, sans vouloir être suggestif,
Y a-t-il des restrictions de mouvement à votre connaissance à ce moment-là, soit sur Abidjan ou le territoire, quand vous dites que vous avez pris la route le soir, et ainsi de suite? Non, j'ai dit, je suis rentré, je crois, bien le soir. Je suis entré à Abidjan bien le soir. Et je vous ai dit que la ville était calme et que tout le monde attendait les résultats. Est-ce que la situation est demeurée calme à Abidjan au moment où, dans les jours qui suivent? Décrivez-nous un petit peu décrivez-nous la situation à Abidjan à partir du 28 et dans les jours qui suivent. Après les élections, tout le monde attendait les résultats. Bon, la ville, les gens allaient, les gens venaient, c'était encore calme, jusqu'à que les résultats ont commencé à être donnés. Et puis la musique et les résultats venaient, les gens donnaient les résultats. Jusqu'à, en fin de compte, tous les résultats n'ont pas été donnés à la date indiquée et l'heure où laquelle la commission indépendante qui était chargée des résultats ne pouvait plus donner les résultats, puisque minuit était déjà arrivé. Donc lui, M. Youssouf Bakayoko, ne pouvait plus donner les résultats du dernier tour des élections. Donc il fallait maintenant passer à la Cour constitutionnelle. Et c'est là-bas les résultats devaient être donnés. Et je crois que c'est là la tension a commencé. Alors, on va prendre ça une étape à la fois. Vous avez mentionné maintenant la commission électorale indépendante, dont M. Youssouf Bakayoko était le leader. Your Honors, I would have a special request. Le procureur. Monsieur le Président, serait-il possible d'éteindre l'écran qui est derrière le témoin? I don't know. Le juge président, je ne sais pas si cela est possible. Je crois que c'est possible, effectivement. Oui, très bien, c'est éteint. Le procureur, merci beaucoup parce que le président, est-ce que cela vous irrite de vous voir vous-même? Monsieur McDonald, non, je ne réagirai pas à cela. Je vois qu'il y a différents participants derrière le témoin et c'est distrayant. Je viens tout juste de le constater. J'imagine que le fait de me voir à l'écran ne m'a pas tellement dérangé, mais bon, j'en n'en dirai pas plus. Revenons à votre témoignage. Parlez-moi un peu de ce que vous savez de la commission électorale indépendante. La question peut sembler vaste, mais c'est pour vous permettre de vous exprimer librement et à votre propre rythme sur c'était quoi son objectif, c'était quoi son but, son rôle, que fait-elle durant la campagne électorale, durant la question des résultats. Vous avez l'opportunité de nous expliquer un petit peu dans vos propres mots. Ok, merci, monsieur le procureur. La commission indépendante pour organiser les élections, le rôle du président, le rôle même de cette organisation est d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Partout. Que ce soit les élections présidentielles, députés, maires, c'était leur rôle d'organiser les élections. Et son rôle, c'est d'envoyer des bureaux et des représentants de leurs bureaux pour surveiller les élections. Et quand les élections sont faites, que les gens finissent de voter, jusqu'au soir, les urnes sont comptées dans la région par des représentants de ces structures et les représentants des deux différents candidats qui sont là
pour surveiller aussi et des surveillants. Et il y avait d'autres organisations internationales qui sont venues pour surveiller les élections. Au fur et à mesure, les résultats lui parviennent sur Abidjan et il y avait un porte-parole qui donnait les résultats à la population selon l'arrivée des résultats. Voici était le rôle de cette organisation qui était mise en place. D'accord. Donc, il y a une structure au sein de la commission électorale. Vous venez de le mentionner. Vous dites qu'il y a des représentations. Ils s'occupent donc d'organiser les élections. J'aimerais que vous expliquiez peut-être brièvement, juste revenir sur une question de précision. Au moment du décompte des urnes, il y a donc, vous mentionnez un représentant de la commission électorale. C'est bien cela? Oui. Il y a également un représentant du candidat M. Gbagbo et d'un autre représentant du candidat M. Ouattara. C'est bien cela? Oui. Et vous dites également qu'il y a d'autres personnes présentes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qui ces personnes? Je vais parler des organisations internationales qui viennent pour surveiller les élections, le bon déroulement des élections. C'est de cela que je parle. Et pour que la Chambre comprenne bien, c'était qui ces organisations? Est-ce que vous êtes capable de nous nommer leur nom? Pas les personnes, le nom des organisations que ces personnes représentaient. Donc, les organisations sur le terrain, quoi. Je ne peux pas te donner le nom de ces organisations, mais il y en avait plusieurs. Il y en avait des organisations qui venaient de l'Union européenne, de l'Union africaine. Il y avait des organisations qui venaient de d'autres ONG, d'autres structures pour surveiller les élections et donner leur point de vue si c'est fait dans la transparence ou dans la non-violence. Mais je ne peux pas te citer les noms, il y en avait tellement. Donc, il y avait beaucoup d'organisations sur le terrain. Oui. Selon vous, qui étiez sur le terrain, vous êtes présent au moment où le vote se déroule. Parce que je comprends que vous quittez, vous êtes sur la route le 28, mais où sont-ils ces personnes au moment du déroulement du vote durant la journée du 28 novembre, lorsque vous êtes à Korogo? Il y a d'autres qui étaient dans la commune de Korogo, dans la ville même. Et quelques-uns, quand nous sommes sortis un peu tournés pour voir dans les villages, dans les différentes villes, il y en a qu'on n'a pas vu dans les autres bureaux. Mais au sein de Korogo, il y en avait un patrouille déjà qui faisait de bureau par bureau, qui tournait pour vérifier si les choses se passaient bien. Et selon ce que vous avez pu observer, comment se déroulaient les choses à ce moment-là? Comme je vous ai dit, nous, on n'a pas trop duré à Korogo. Mais quelques bureaux que nous, on allait assister, c'était juste un peu calme. C'était calme. Donc, à ce moment-là où vous les avez vus, ça se passait bien. Mm-hmm. Vous avez mentionné vous avez fait allusion tout à l'heure à un porte-parole de la Commission électorale indépendante. Est-ce que vous êtes capable d'identifier cette personne-là, juste pour qu'on se situe bien, qu'on comprenne bien de qui on parle au juste? Je peux vous donner le nom de sa famille. C'est un certain Bamba, mais je ne peux pas vous donner son nom complet. Est-ce qu'il s'est exprimé en tant que porte-parole publiquement à ce moment-là, au moment
après le 28 novembre? Oui, c'est lui qui donnait les résultats que la commission lui remettait. Et où avez-vous vu ça, vous? Où étiez-vous? Lui, c'est à la télé. Pourriez-vous décrire quand vous l'avez vu à la télé? Premièrement, vous l'avez vu combien de fois à la télé? Mais je crois qu'il passait chaque fois que les résultats venaient. Où était-il lorsqu'il donnait ses résultats? Physiquement. Il était à Abidjan, au siège de la commission électorale. Et le siège de la commission électorale se trouvait à quel endroit? Aux deux plateaux. Donc le quartier des deux plateaux. Mhm. Vous avez mentionné précédemment, hier, dans votre témoignage, que M. Damanapikas était l'un des membres de cette commission électorale indépendante. Est-ce que vous avez... Avez-vous vu, durant les jours qui suivent et dans l'attente des résultats, est-ce que vous avez vu M. Damanapikas et le porte-parole à la télé en même temps? Oui, je les ai vus à la télé en même temps. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que, à ce moment-là, vous voyez lorsque vous êtes à la télé? Lorsque vous regardez la télé, pardon. Lorsque ça a été annoncé que le porte-parole de la CI devait venir donner les résultats, nous étions en train de, chacun de nous, disons presque toute la Côte d'Ivoire, était devant la télé, chacun prenait note. Lorsque le monsieur a commencé à donner les résultats, arrivé M. Dambara Pikas, et il y avait les journalistes, il y avait tout le monde, puis je crois qu'il y avait un autre, le directeur du cabinet aussi du ministre de l'Intérieur qui était là, c'est son nom que j'ignore. C'est ainsi qu'ils ont trouvé que les résultats que M. Bamba, le porte-parole de la commission, était en train de donner, ce sont des résultats qui ne sont pas passés par la commission. D'après le système, quand les résultats arrivent, je crois qu'il y a la commission qui doit siéger pour valider avant que le porte-parole vienne annoncer. D'après ce qui s'est passé, ce qu'on a vu en direct, c'est que les résultats que M. Bamba était en train d'annoncer, c'est les résultats qui étaient arrivés mais qui n'étaient pas valides, qui n'étaient pas été validés par la commission, qui devait siéger. Donc, c'est ainsi qu'il y a eu des discutes. Et c'est comme ça, M. Dambara Pikas a saisi les documents devant le porte-parole de la commission. Il a pris, il est parti. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce sont les faits et c'est ce qui s'est passé. Très bien. I would now ask for the... Je vais maintenant demander à avoir la main et nous allons présenter une petite vidéo que vous trouvez CIV OTP 0047 0820. Cette vidéo est associée à une transcription CIV OTP 0048
1167. Je répète les 4 derniers numéros. Un, 6, 6, 7. Cette vidéo fait référence aux propos récents de témoins. Je vois Maître Hocher qui va se mettre debout. Maître Hocher, oui, pas d'objection. Monsieur McDonald, merci. Mr. McDonald, is this information public? Le greffier de noces, Monsieur McDonald, cette information est-elle publique? Monsieur McDonald, oui. On m'informe qu'il faut se placer sur Evidence 2. Alors, monsieur, monsieur le témoin, monsieur le témoin, avant qu'on vous on voit ou on projette, à ce moment-là, lorsque vous dites que ça passe, vous voyez ça à la télé, vous regardez quelle station télé? La RTI télé de Côte d'Ivoire. Donc, la RTI, je comprends que c'était la télévision Ivoire. nationale? C'est ça? C'est ça. Très bien. Alors, on va présenter la vidéo. Ça dure quelques minutes. Voilà. Ok, ça c'est bon. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats C'est un hold-up électoral. de l'Agnébi, Donc vous le notiez pour toute de l'Agnébi, du Zikomoé Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. et du Sud Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les M. résultats. Bamba Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Excusez-moi. Monsieur le témoin, je vais en profiter pour juste arrêter. Je vais vous demander d'identifier donc quelques personnes qu'on peut voir sur la vidéo. Je m'excuse, je n'avais pas planifié de le faire immédiatement, mais aussi bien de le faire pendant qu'on est au début de la projection. Pourriez-vous nous indiquer, monsieur, dans un premier temps, le porte-parole de la CEI? C'est la personne qui est assise, évidemment. Je ne vous apprends rien là. Oui, merci. Et vous Oui. avez, c'est monsieur, quel est son nom à nouveau? Oui, c'est lui que j'ai nommé tout à l'heure, M. Bamba, D'accord, mais son nom vient d'être dit, c'est M. Bamba Yacouba. C'est bien lui. d'accord. Et la personne à droite, avec la chemise noire, complètement à droite de l'écran, qui a un doigt là, ici, juste à sa chemise. La chemise noire, pantalon beige, à l'écran que je vois. C'est M. Dambala Picas. Donc, M. Damana Picas.
Et la personne à gauche, complètement en complet cravate? C'est le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous vous rappelez de son nom à ce monsieur, à ce moment-ci? Excusez-moi, il ne me rappelle pas de son nom. D'accord. Très bien. Alors, on va continuer avec la projection. I was doing so well, I think. Tout allait parfaitement jusqu'à présent. Enfin, je le pensais. Continuons avec la projection, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser parler au moins? Qui se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Les résultats Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. Et c'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Et M. Bamba Yakouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. On peut avoir le nom, s'il vous plaît? Je suis Topa Gueye, membre de la commission centrale de la CEI. Et monsieur? Et je suis Damana Diapikas, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Merci. Moi, je suis Bamba Yakouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça, il faut laisser ça. Having difficult issues with Ça va un petit peu de mal avec Transcende, malheureusement. Madame, Messieurs les juges, donc j'ai du mal à suivre la transcription. Enfin, nous pouvons poursuivre et je pense que le problème sera résolu d'ici cet après-midi. Monsieur, je vais être obligé de changer de micro.